Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Fréquence Médiévale, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. Alors, merci à vous de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Un numéro, cette fois, qui va être multipériode, vu que nous allons discuter d'un livre qui s'appelle Les Barbares. En fait, c'est un très grand dictionnaire consacré au concept des barbares, avec évidemment au centre de ça ce qu'on appelle aujourd'hui les royaumes barbares, donc les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, donc en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le Haut Moyen-Âge. Et pour parler de ce dictionnaire, nous recevons deux de ces artisans, si ce n'est les artisans principaux, avec à ma gauche Bruno Dumézil, donc qui est maître de conférence à l'université Paris X Nanterre, qui est le directeur de l'ouvrage, et pas à ma droite mais en face de moi en l'occurrence Adrien Abayard, qui est docteur donc en histoire médiévale à l'université Paris 1, et donc qui a aussi grandement participé à ce dictionnaire. Alors je précise aussi pour les auditeurs et les auditrices, et j'ai participé à ce dictionnaire, voilà, donc William Blanc, donc je suis évidemment un peu parti pris. Mais néanmoins, moi, quand j'ai découvert le dictionnaire, en fait, j'avais juste lu mes textes à moi, j'avais pas lu le reste, et les autres textes valent largement le détour. Il y a combien 145, 150 historiens qui ont été, archéologues qui ont été sollicités pour ce dictionnaire. Oui, à peu près, sur une dizaine de nationalités. Voilà, une dizaine de nationalités, avec en plus 500 entrées, donc c'est absolument immense, on est à 1500 pages, donc c'est vraiment un très très gros bouquin, mais néanmoins à un prix très abordable, c'est à 32 €, je crois, voilà, c'est ça, donc je vais le sortir. De mémoire, oui, c'est ça. Voilà, c'est 32 €. On peut le mettre sous le sapin, éventuellement. On peut le mettre sous le sapin, éventuellement. Une trentaine d'euros. Voilà, donc 32 €, donc publié, qui vient donc d'être publié au PUF. Et donc avec une très très grande introduction pour expliquer un peu ce que c'est que ce concept de barbare et en quoi il est opérant. Alors justement, le terme de barbare, on va commencer par ça, donc on va remonter un peu dans l'Antiquité. Le terme de barbare, il était inventé quand? Il a été inventé par qui et pourquoi? Les barbares, ils apparaissent en même temps que la langue grecque. On trouve la première mention chez Homère, mais avec l'idée simplement de gens qui parlent différemment, des gens qui font barbare, un langage incompréhensible. Okay. Le sens d'altérité radicale, il apparaît au moment des guerres médiques, 5e siècle avant Jésus-Christ, quand les Grecs se découvrent une unité parce qu'ils se découvrent des ennemis communs. Toutes les cités qui jusque-là étaient en rivalité les unes avec les autres affrontent les Perses. Soudainement, pour définir les Grecs, on a besoin de définir leurs ennemis, ce sont les barbares. D'accord. Donc en fin de compte, cette réalité, ce terme barbare, ça renvoie à une réalité ethnolinguistique. En fait, c'est ceux qui parlent pas le grec en l'occurrence, parce qu'il y avait quand même des Grecs du côté des Perses en plus. Alors c'est ça qui est compliqué. C'est une des définitions ethnolinguistiques, géographiques, politiques, militaires, et puis rapidement également comportementales et même géographiques au sens climatique, puisque les barbares vont théoriser la barbarie comme étant les peuples qui vivent dans des climats différents du leur, et donc qui ont un comportement différent en raison de sautes de sang, une alternance trop forte des saisons qui perturbe leur comportement. D'accord, donc en fait, le climat normal, c'est le climat méditerranéen, et ceux qui vivent par exemple dans les steppes comme les Scythes à l'époque, c'est considéré comme des barbares, c'est ça Oui, effectivement, et ceux qui mangent différemment, si vous mangez de la viande crue, si vous n'assaisonnez pas votre salade d'huile d'olive, vous êtes barbare. D'accord, ok. Voilà, ça passait aussi évidemment par les boissons, donc... la bière, alors oui, voilà, c'est tout simplement déjà ceux qui ne consomment pas de vin sont des barbares, ceux qui consomment de la bière, et puis ceux qui ne coupent pas leur vin, puisqu'évidemment on est dans l'Antiquité, on ne boit pas le vin pur, on va le couper avec du miel, avec des épices, des fois avec de la glace, voire de l'eau de mer des fois, mais ceux qui boivent le vin pur sont considérés comme des barbares, puisqu'ils ne respectent pas en gros les règles du banquet à l'antique. Donc le barbare, c'est l'autre. Ok, c'est l'autre, voilà. Alors par contre, cette définition, c'est la définition grecque, mais ça va changer aussi à l'époque romaine, parce que les Romains à l'origine, c'était aussi des barbares en fin de compte pour les Grecs. Donc, vu que les Romains vont quelque part vont accaparer en fait l'espace grec, vont dominer l'espace grec à partir du IIe siècle avant notre ère, cette définition du barbare, chez les auteurs latins, ça change un petit peu. Oui, mais les Grecs vont rapidement trouver des moyens d'expliquer la chose. Donc Rome va être interprétée comme une fondation d'Héraclès ou des héros de la guerre de Troie. Donc petit à petit, on va dire Rome, c'est plus ou moins une cité grecque. Les Romains vont être invités aux Jeux Olympiques à partir du IIIe siècle avant notre ère. Ils auront le droit de concourir nus, comme tous les civilisés. Il n'y a que les barbares qui s'habillent pour faire du sport. Et petit à petit, le monde grec va intégrer Rome. Et en même temps, Rome aura une autre définition de la barbarie. Une définition très juridique et politique. Le barbare, c'est celui qui habite de l'autre côté de la frontière.
Ouais. Quelqu'un qu'on peut intégrer si jamais la frontière avance. D'accord, donc l'autre côté de la frontière de l'Empire romain, en fait, en l'occurrence. Hein. Et plus la frontière avance, plus on intègre, en fait, des populations. Oui, plus on les intègre, ou du moins on leur donne les chances de s'intégrer. On leur donne pas forcément tout de suite la citoyenneté, mais on constate quand même que Rome donne très généreusement le droit romain, le droit latin, puis le statut de citoyen aux gens qui ont été conquis, alors que la Grèce ne l'aura jamais fait. Il y a des auteurs grecs qui constatent que Sparte et Athènes se sont effondrés à cause de ça, l'incapacité à intégrer l'autre, alors que Rome est un pouvoir militaire, mais un pouvoir extraordinairement intégrateur. Pour peu que vous payiez vos impôts et que vous soyez loyal à l'empereur, vous pouvez très rapidement gravir tous les rangs de la société romaine. Un exemple connu en France, par exemple, c'est l'intégration des élites gauloises à partir du 1er siècle, de notre ère en l'occurrence, et même un peu avant, dans les ordres romains en l'occurrence. Oui, et même avant la conquête. Beaucoup de gens ont reçu la citoyenneté romaine avant la conquête en Gaule. Ce qui fait que finalement, Vercingétorix a déjà perdu d'une certaine façon. Une grande partie des siens sont déjà citoyens romains. Effectivement, à partir du 1er siècle, vous pouvez devenir sénateur tout en étant gaulois. Et la grande fracture aussi, un des grands moments, c'est l'édit de Caracalla de 1212, où là, ça donne toute la citoyenneté à l'ensemble des populations libres. Attention, les populations libres de l'Empire. Ouais. Mais c'est sûr que le modèle romain repose véritablement, et c'est avec la manière d'intégrer ces populations conquises ou à conquérir, c'est vraiment une citoyenneté et quelque part une barbarie qui descend, qui est régressive. Donc on a une citoyenneté qui commence toujours par les élites locales et puis qui petit à petit va toucher la totalité des classes sociales. C'est vrai qu'en Gaule, on a tendance à parler plutôt des tables de Claudienne, qui ont été trouvées à Lyon. On voit vraiment que c'est toujours, d'ailleurs, comme Bruno en parlait, la citoyenneté ou le droit, le caractère privilégié des liens avec Rome avait touché d'abord les grandes cités du sud de la Gaule, les Éduins dans le Morvan, les Arvernes, les Séquanes, et puis elles vont descendre un peu dans la totalité de la société gauloise. Il faut juste rappeler un tout petit peu, c'est combien? C'est dans les années 40 de notre ère, 40, 48, c'est un grand discours de l'empereur Claude pour expliquer qu'il faut donner le droit d'accéder au Sénat, même aux Gaulois. Et Claude dit, moi, vous savez, mes ancêtres, ils n'étaient pas romains, et pourtant j'ai été intégré, je suis empereur, donc on peut peut-être ouvrir. Ce qui montre aussi qu'il y a des courants de xénophobie dans la société romaine. L'intégration existe, c'est vrai, ça marche, mais en même temps, vous avez des textes farouchement xénophobes contre les Gaulois, contre les Grecs, contre les Numides, contre tous les peuples qui sont encore jugés à l'extérieur, même 2 ou 3 siècles après la conquête. Et des textes également extrêmement anti-judaïques. Les Juifs étant considérés comme les pires des barbares, regardez, ils ne mangent pas de porc. Et en plus, par-dessus marché, ils ont un dieu unique et ils souvent refusent de célébrer le culte impérial aussi. Oui, et puis ils pratiquent la circoncision. Les Romains n'ont jamais bien compris ce que c'était, ils ont peur que ça soit une castration, et ça leur plaît pas du tout. D'accord. Mais par contre, c'est aussi à l'époque romaine qu'on commence à avoir, alors est-ce que ça commence aussi à l'époque grecque, c'est une bonne question, on commence à avoir aussi des grands stéréotypes par rapport aux barbares. Barbares avec la barbe, couverts de peau de bête... il y a quand même ça commence aussi, mais comme Bruno le disait, ça commence vraiment avec les guerres médiques. C'est-à-dire qu'aussi, quelque part, le Perse devient très vite la figure du barbare. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on regarde la civilisation achéménide, on n'est quand même pas face à des gens qu'on pourrait de base qualifier de barbares. Mais il y a un discours quand même sur le barbare, y compris le barbare oriental, qui du coup va être cruel, qui vit dans un système despotique, que les Romains après vont réutiliser, par exemple, pour caractériser les Carthaginois, qui sont aussi quelque part des barbares pour eux. Et c'est un discours qui va évidemment beaucoup s'appuyer sur des pratiques religieuses qui vont leur sembler totalement horribles, et puis là encore sur la cruauté. Là, c'est le type du barbare oriental, il est cruel. Et en effet, on a le barbare nordique, donc on a différents types de barbares. Là encore, c'est lié à la théorie des climats. Véritablement, on associe un biotope, on va dire, un comportement humain et une caractéristique. Et évidemment, la Méditerranée est au centre, et donc c'est là où se trouve la civilisation. C'est marrant parce qu'on retrouve quand même ça, mine de rien, dans les péplums. C'est cette opposition entre le barbare oriental, en gros le bon romain musclé en jupette et en sandales, avec le barbare oriental d'un côté, puis le barbare du nord de l'autre, qui lui est hyper barbu, couvert de peau de bête. Donc c'est assez étonnant en fait. Mais on le trouve dès Hippocrate. C'est une théorie médicale, à savoir que plus vous allez au nord, plus le sang se concentre dans votre corps, et donc plus vous êtes valeureux, musclé, fort. Mais bête. Voilà. Plus vous allez au sud, au contraire, le sang se concentre dans votre cerveau. Vous êtes très intelligent, voire rusé, voire retors, mais alors faible. D'accord. Donc il y a 2 types de barbares qui peuvent exister, les deux devant être combattus, mais enfin le barbare du Nord est plus facilement intégré.
Alors justement, par rapport à ces barbares du Nord, parce que quand on pense aux temps barbares, aux invasions barbares, on pense évidemment à la chute de l'Empire romain et au début en fait de ce qu'on appelle le Moyen Âge, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Haut Moyen Âge ou l'Antiquité tardive en fonction des personnes. On ne fera pas de débat là-dessus, mais en l'occurrence, à partir de quand justement, donc cette période qu'on peut en gros, début c'est 3e siècle, 4e siècle, et puis ça finit en gros au début des temps carolingiens, voilà, pour simplifier. À partir de quand en fait les historiens ont commencé à qualifier ces périodes-là de périodes barbares, ces royaumes-là, les royaumes francs, visigoths, ostrogoths, de royaumes barbares entre guillemets, voilà, c'est pas. C'est en fait une idée que l'on va trouver à partir du XVIe siècle. Lorsqu'on redécouvre les grands textes de l'Antiquité, il y a une fascination pour cette période-là, et on va projeter sur cette époque-là l'idée de la grande invasion, de la conquête de l'Empire romain et de la destruction de l'Empire romain par les barbares. Donc on va avoir une vision très sombre de ce que l'on appellera les temps barbares, des temps barbares que les penseurs de la Renaissance font avancer jusqu'au XVe siècle. En fait, quand on regarde bien, tout le Moyen-Âge est considéré comme une période de décadence et de chute de la culture. D'ailleurs, art gothique, qui renvoie au goût en l'occurrence, c'est un terme qui a été inventé au XVIe siècle par Vasarely, si je me souviens bien. Donc en effet, par un penseur de la Renaissance qui dit, en fin de compte, le Moyen-Âge des cathédrales, c'est un art barbare en l'occurrence. Oui, le seul art véritable étant l'art romain, avec l'idée que tout ce qui n'est pas romain est décadent, idée qu'on va retrouver chez les Français du XVIe siècle. Chez les Allemands, par contre, il va y avoir une volonté de magnifier cette période-là. Dès la fin du XVe, début du XVIe siècle, vous avez l'amorce d'un mouvement nationaliste qui va faire que, parce que l'Allemagne n'est pas unifiée ni à l'époque moderne ni au début de l'époque contemporaine, on a besoin de retrouver l'image des temps où il n'y avait qu'un seul peuple. Les Germains, peuple un peu fantasmé, puisqu'on pense aujourd'hui qu'il n'y a plus de peuple germain véritable, mais on va projeter sur cette époque-là l'idée de l'unité perdue. D'accord. Ok. Et donc ça va continuer aussi à l'époque au XIXe siècle parce que on va pas appeler en Allemagne, autant en France, on va appeler donc la période de ce qu'on appelle nous les invasions barbares, donc encore 4e, 5e siècle, les invasions barbares. En Allemagne, il y a un autre terme par contre pour qualifier ces mouvements-là en fait. Oui, les Allemands vont parler de période des grandes migrations, des grands déplacements de peuples, le Völkerwanderungszeit. C'est une perspective beaucoup plus positive avec l'idée qu'on a beau avoir affaire à des peuples qui sont différents, c'est une civilisation aussi brillante que Rome. Le problème, c'est qu'archéologiquement, on va avoir bien du mal quand même à prouver qu'on a une grande civilisation, mais les archéologues nazis, chargés par Himmler de faire des découvertes, vont effectivement essayer de découvrir des trous de poteaux grandioses pour justifier le mythe germanique. Oui, alors du coup, c'est vrai que cette question, elle est centrale. Elle est centrale au XIXe siècle. Et justement, c'est une des thématiques sur lesquelles on a vraiment insisté dans le dictionnaire, en travaillant du coup avec, on a dit, avec des archéologues, avec aussi beaucoup de conservateurs au sein de différents musées. C'est justement de voir comment le discours et l'histoire de chaque peuple européen au XIXe siècle se construit en essayant justement de se chercher, et on va dire à chacun son barbare. Donc évidemment la Troisième République, et avant le Second Empire, vont choisir les Gaulois en réaction. Alors pourquoi pas les Francs? Tout simplement parce que les Francs avaient été choisis, si je puis dire, par le régime d'avant, puisque l'ancien régime, la noblesse d'ancien régime, justifiait un peu ses privilèges par une sorte de droit de conquête en faisant remonter quelque part son origine aux Francs. Donc, évidemment, la Troisième République, et avant même Napoléon III, vont choisir les Gaulois comme, quelque part, le peuple originel, le peuple barbare, on va dire, bien de chez nous. Et, quelque part, chaque pays européen va un peu suivre ce chemin, et ça va un peu développer le concept, justement, ça va se traduire dans un certain nombre d'institutions qui vont être, justement, ces musées on va dire, d'archéologie nationale. C'est-à-dire, officiellement, encore quand le musée de Saint-Germain-en-Laye est créé sous Napoléon III, on parle du musée des antiquités gauloises, donc véritablement il y a cette idée d'antiquité nationale, et en choisissant justement un peuple. Pourquoi justement à ce moment-là valoriser ces peuples dits barbares? Bien parce qu'ils permettent d'insister un peu sur, on va dire, l'originalité
de chacun des, on va dire, des groupes humains qu'on estime être à l'origine des États européens. Ouais. Donc, en Allemagne, évidemment, on va développer le haut Moyen-Âge. On a un peu cette même étude des populations de l'âge du fer et puis de l'âge du bronze, notamment au Danemark aussi, où on va insister là vraiment sur chaque État va essayer de se créer quelque part sécréter une sorte d'origine propre. En Angleterre, c'est les anglo-saxons. Voilà. En Angleterre, c'est un peu différent, c'est moins net, même si évidemment la période anglo-saxonne est valorisée, parce que je veux dire, l'Angleterre, surtout l'Angleterre victorienne, se pense déjà comme un empire. Donc c'est vrai que ça se voit, surtout quand on regarde la composition du British Museum. Et puis en Angleterre, il y a plusieurs origines. Il y a évidemment les anglo-saxons, mais on est en pleine période à ce moment-là, au 19e siècle, la fin du 19e siècle, l'importance du mythe arthurien, qui revient vraiment en force aussi. Mais là-dessus, par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le mythe arthurien en Angleterre, Tennyson, par exemple, ils vont pas dire que c'est un roi breton, mais ils vont dire que c'est un roi anglo-saxon, justement. Voilà. Alors qu'en fait, ils vont évacuer complètement l'Arthur historique. C'est assez marrant, en fait. Oui, voilà, mais l'Angleterre, c'est composite, c'est différent. Composite, d'accord. Et puis donc par rapport, oui, mais quand on voit justement cette idée-là, en fait, cette idée d'invasion barbare, je reviens quand même là-dessus parce que c'est quand même c'est très ancré en fait dans l'image. Déjà, est-ce qu'on peut vraiment parler d'invasion? Et surtout, en fait, est-ce qu'il y a une rupture nette, parce que quand on regarde bien la composition des royaumes barbares, les textes et tout, on se rend compte qu'il y a quand même une continuité par rapport à l'Empire romain. C'est pas tout n'a pas été, on n'a pas fait une grande table rase et puis on n'a pas, en gros, du jour au lendemain, il n'y a pas des types en peau de bête qui se sont installés dans des ruines, parce que souvent on voit ça dans des livres pour enfants, voilà, des barbares qui s'installent dans des ruines romaines et puis qui remplacent en fait les anciennes classes sénatoriales. Donc Et c'est bien compliqué parce qu'il y a plusieurs phénomènes en même temps. Il y a des migrations indiscutables, il y a des conquêtes à certains endroits, il y a vraiment des conquêtes militaires fortes. Pensons à l'Afrique. L'Afrique est envahie par les Vandales dans les années 430. Là, c'est vraiment une invasion, pas de doute à avoir. Il y a de la migration, il y a de l'invasion, il y a des changements culturels, il y a des changements de civilisation, il y a des changements d'habillement. Mais tout n'est pas forcément lié. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on réfléchit plus en des termes d'ethnogénèse, de naissance de nouvelles identités, à différentes périodes, dans différentes conditions. Parfois, l'identité romaine va rester. À d'autres moments, par contre, les mêmes personnes vont décider soudainement de s'appeler francs, alors qu'ils ne sont pas forcément biologiquement francs, mais parce que l'identité est séduisante, parce qu'il y a quelqu'un qui s'intitule roi des francs et que tout le monde a envie d'être le serviteur du roi des francs, ça marche. Et puis, après, l'autre question aussi, justement, quand on reparle de ces invasions barbares ou justement de la chute, on va dire, de l'Empire romain, il faut jamais oublier justement de voir de quel Empire romain on parle. Et c'est sûr que c'est quand on parle, on va dire, de la fin officielle de l'Empire romain en Occident, qui continue quand même de l'autre côté de la Méditerranée, mais à la fin du 5e siècle, on imagine, et dans les ouvrages pour enfants, dans les illustrations, ou voire même dans certains films, on représente quasiment les Romains comme habillés comme à la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ. Or non, c'est quand même, il faut bien voir qu'il y a une rupture, oui, dans l'histoire romaine, une rupture très nette, mais comme tu l'as dit, elle est au IIIe siècle, on appelle la crise du IIIe siècle. Et l'Empire qui se reconstruit, qui repart au IVe et au Ve, il est différent, ne serait-ce que parce que très rapidement il va devenir chrétien, et ça va être justement l'un des pierres angulaires. Il fait aussi une très large place à ces populations dites barbares. À partir de Constantin, on a de plus en plus quand même dans son armée, en fait, quelque part, c'est tout le problème. Dans certaines régions, Bruno l'a rappelé, on a en effet des peuples qui rentrent en armes, si je puis dire. Voilà, les Vandales, les Alains, entre autres, et qui vont visiblement semer des destructions. Les Huns aussi, on pourra en reparler. Ça, c'est le barbare dans tout ce qui est... Le barbare ultime, on pourrait dire. C'est le Hun. Mais on a, si on regarde les cas des Francs, c'est un peu compliqué de parler de grande migration ou de parler d'invasion. Les Francs, ils sont quand même, en termes d'immigration, ils ont quand même traversé de la Belgique, ils sont partis de la Hollande au sud de la Belgique, donc en termes d'immigration, on a fait mieux, surtout en 150 ans. Et puis, quelque part, l'armée romaine, c'était eux, l'administration romaine en grande partie. Donc, ils ont envahi, on leur a laissé les clés, c'est un peu la question. En plus, ils étaient là depuis très longtemps. Quand Clovis arrive, Clovis, les Francs sont là depuis parfois quasiment 2 siècles, si je me souviens. Il y en a certains qui sont fédérés, donc qui sont des membres de l'armée romaine depuis quasiment 2 siècles. Ils étaient là depuis longtemps, ils ont déjà donné des consuls à Rome, ils ont même donné un empereur, Magnence, au IVe siècle, qui était d'origine franque. Donc effectivement, ils sont là tout en étant toujours perçus comme des Francs.
C'est un peu comme si aujourd'hui, la Légion étrangère prend le pouvoir en France. Est-ce qu'on dirait que c'est des étrangers ou est-ce qu'on dirait que c'est une unité de l'armée française qui a pris le pouvoir? D'accord. Ouais, mais Et toute la question, là aussi, Bruno parlait de l'ethnogenèse, donc cette idée un peu de ce processus de création, de maturation, on peut dire, de certains peuples. Ce qui est intéressant, c'est de voir que archéologiquement, mais aussi, je vais dire, dans les sources écrites, nécessairement, on a l'impression que ces peuples un peu se stabilisent, acquièrent, on va dire, un certain nombre de caractéristiques qui vont permettre aux auteurs de les définir. Et puis après, on va voir on pourra en reparler, de voir si ça a une traduction matérielle ou pas, dans les tombes notamment. Eh bien, ces peuples-là, en fait, quelque part, se stabilisent aux frontières de l'Empire. C'est-à-dire que quelque part, Rome a intérêt à mettre un nom sur ces gens-là, à y compris prendre une famille au sein de ses élites et créer une famille royale. Ça veut dire en fin de compte que parfois les appellations ne sont pas des appellations, on va dire, indigènes, mais des appellations romaines, en fait, qui sont adoptées eux-mêmes. Et c'est compliqué à dire. C'est assez compliqué, mais si on prend un parallèle avec l'histoire contemporaine, c'est un peu comme l'Afrique de la décolonisation. Ouais. On a donné des appellations qui existaient, qui étaient anciennes, mais qui étaient très partielles, à des territoires, parce qu'on avait besoin de nommer quelque chose qui n'avait pas de nom. Ouais. Et donc on a créé des frontières, on a créé des divisions qui ne correspondaient pas au groupe qui existait. On a créé des identités. Malien, le Mali, qui fait référence à l'Empire du Mali, voilà, mais qui n'a quasiment rien à voir avec, c'est même pas sûr que ce soit à peu près sur le même territoire en plus. Donc et parfois même, on crée des identités nouvelles pour lesquelles les gens vont se battre, pensant à l'ivoirité, au concept d'ivoirité. Il se trouve qu'effectivement, aussi, chez nos barbares, parfois, on se bat pour savoir qui est alamand, qui est franc, alors que le concept est sans doute très fluctuant pour les gens qui vivent vraiment au 5e, 6e siècle. Tu voulais parler des Huns. C'est intéressant aussi, les Huns, parce qu'on a cette image, que ce soit dans les films, dans les livres pour enfants, dans les BD, de Huns, voilà. Souvent avec c'est l'image du cavalier des steppes asiatique couvert de fourrure, avec un bonnet en fourrure, avec un arc. Moi, j'ai lu que c'était quand même souvent un peu plus compliqué que ça. Dans l'armée, par exemple, d'Attila, et même, paraît-il, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vous allez certainement me dire que c'est faux, mais il paraît qu'Attila, même le nom Attila, ça serait plutôt d'origine gothique. Donc, il y a deux lectures possibles. Soit ça peut vouloir dire petit père en gothique, soit ça peut être un nom d'origine unique. Les deux sont sans doute possibles. Ouais. Et peut-être consciemment possible. C'est-à-dire qu'il a pris un nom qui pouvait se lire dans les deux langues, comme si vous vivez dans un milieu international, vous avez intérêt à appeler votre fils Steven, parce que ça peut se prononcer partout. Et on sait que l'armée d'Attila est effectivement composée de Huns, sans doute quelques cavaliers d'origine mongole. On a des descriptions effectivement de figures qui semblent ressembler à des faciès mongoloïdes, mais en même temps beaucoup de germaniques et puis beaucoup de romains déclassés aussi dans l'armée d'Attila. Le secrétaire particulier d'Attila, c'est le père du dernier empereur de Rome, Romulus Augustule. D'accord, ouais. Oui, et après on peut le voir aussi, mais le problème, comme tu parlais de la représentation du Hun, quelque part, le souci, c'est qu'on fixe à un moment une identité. Et donc, c'est toujours la fameuse carte des grandes invasions. C'est la traduction très scolaires. Les gens voient justement ces flèches donc qui partent de l'Allemagne actuelle, voire des steppes russes, ukrainiennes, et qui arrivent, en fait. Voilà. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'imaginer avec les Huns, donc un peuple, comme l'a dit Bruno, qui vient certainement d'Asie centrale. Et l'idée, c'est quand même, quand on fixe cette image-là, c'est de se dire que les gens, depuis les steppes mongoles, depuis l'Altaï jusqu'au Danube et jusqu'à Châlons-en-Champagne, n'ont pas bougé et quelque part ne sont pas mélangés. Or justement, c'est un peu toute la difficulté dans l'histoire du Moyen-Âge, et on a l'impression quand même que ces gens bougent et évoluent très fortement. Et la preuve, c'est justement les Huns après la défaite, après la fin de l'Empire, on a l'impression qu'ils disparaissent, en tout cas comme entité politique, ils disparaissent très très vite. Donc du coup, ça pose vraiment la question de justement comment fonctionnent ces peuples. Est-ce que ce ne sont pas justement des confédérations, des congrégations ? C'est pas limite des mercenaires qui ont été intégrés après à d'autres armées dites barbares, donc ça peut être aussi une possibilité. Certains peuples sont en fait plus des armées que des peuples, ce qui permet à un peuple de disparaître totalement des sources pendant quelques années, puis de se recomposer, de se réinventer, puis de se fondre avec un autre. C'est beaucoup plus fluctuant, au moins pendant 2 siècles, que ça l'a été avant. Et puis, au Moyen-Âge, par contre, il y a une fixation. Lorsque les textes apparaissent, les textes juridiques notamment, on va recréer une identité forte. Parce qu'on dit que les Francs ont des droits, il y aura un peuple franc. Oui, d'accord. Donc, en fait, ça, c'est les codes, en fait. Par contre, la loi salique. La loi salique, où, en fait, en fonction de l'origine de telle personne, si on commet un crime contre un franc, on paye plus cher le vergeld, donc le prix de l'homme,
que si on commet, alors je dis, c'est un exemple, je dis peut-être n'importe quoi, si on commet un crime contre un Burgonde ou quelque chose comme ça. Quoi. Donc, Oui, effectivement, on s'est dit longtemps que ces codes prouvaient qu'il y avait des nationalités différentes qui existaient, mais on peut prendre la chose inversement. C'est parce que ces codes existent que les nationalités sont fixées. Et en fin de compte, quand ces codes existent, est-ce qu'il n'y a pas intérêt, par exemple, pour un Burgonde, discrètement, de se faire appeler franc? Oh, bah, sans doute. Surtout, beaucoup de gens ont envie de devenir franc. On voit pas mal de gens changer d'identité. Tout le nord de la Loire va devenir franc au 7e siècle, sans qu'il y ait eu disparition des Gallo-Romains. Simplement, ils ont compris l'avantage de devenir franc, simplement pas payer d'impôts locaux. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, justement, là, je vais faire une... alors, je fais un petit incise. C'est quand même ce qui est intéressant dans le projet de Dictionnaire sur les barbares, c'est que on parle à la fois de l'Antiquité, du Moyen Âge, de la Renaissance, de l'époque contemporaine. Ça, c'est une grande ouverture, et y compris au fait des représentations à l'époque contemporaine, que ce soit dans les cultures nationales, dans les musées. Ça, c'est toi, Adrien, qui consacre un article, une partie d'introduction là-dessus, justement sur la muséographie en fait des barbares, mais aussi dans la culture populaire. Et ça, je m'en suis un petit peu chargé. Et je voulais vous citer un auteur, parce que quand on parle de barbares, forcément, quand on connaît un peu la fantaisie, on connaît un peu Robert Howard, donc qui est le créateur de Conan le barbare. Et il y a une phrase qui m'a toujours fait rire en tant qu'historien, qui est intéressante. C'est cette phrase-là. Donc, il disait, donc c'est dans une nouvelle de Conan, justement, La Tour de l'éléphant, qui a été écrite en 1932. Et voilà ce que dit Howard: les hommes civilisés sont plus mal polis que les barbares ou les sauvages, car ils savent qu'ils peuvent être irrespectueux sans pour autant risquer d'avoir leur crâne fracassé. Voilà. Donc c'est une image, on va dire, extrêmement violente. En fait, c'est le barbare, en gros, si on lui parle mal, il prend son épée, ou il prend sa Francis ou sa Scramasax, et puis il vous massacre. Bon, ça, c'est une vision d'artiste, c'est une vision d'auteur, et c'est une vision aussi de quelqu'un qui a une fascination pour la barbarie et tout. Mais est-ce que c'est une réalité, en fait, au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, par exemple, on va prendre le roi, par exemple, sous le règne de Dagobert, par exemple, qui meurt en 1639. Est-ce que, voilà, des Francs se rencontrent, un Franc parle mal à un autre Franc, ou un Burgonde parle mal à un Franc, boum, voilà, il y a un coup de... Elle est intéressante cette phrase, tu as raison, pour plusieurs raisons. Déjà, en effet, ça projette véritablement la conception et ce que les sociétés contemporaines, particulièrement les sociétés la société américaine, notamment ici, utiliser la manière dont on utilise la barbarie aujourd'hui, particulièrement depuis la Première Guerre mondiale, avec quasiment l'idée que la violence est régénératrice. C'est très présent chez Howard, et ça, c'est vraiment tout un courant très profond, ce que tu as bien montré d'ailleurs, dans la culture populaire de l'après-Première Guerre mondiale. Là, il y a vraiment cette idée, et forcément la violence régénératrice, ça a eu quand même un certain nombre de courants, notamment politiques après. Ouais. Voilà, c'est quand même une idée qui a quand même fait long feu au XXe siècle. Après, évidemment, non, en fait. Dans les sociétés, et contrairement à ce qu'on pense, les sociétés du Moyen-Âge sont des sociétés où on a l'impression qu'il y a une violence qui est réelle, qui peut très vite basculer, mais c'est des sociétés plutôt de consensus. C'est-à-dire que, en effet, oui, on peut insulter quelqu'un, et oui, cette personne-là serait légitime à vous taper dessus. Le problème, c'est que si jamais on fait ça, très vite, le village va s'autodétruire, parce que les cousins des uns et des autres, les amis des uns et des autres vont venir aux mains. On est dans des sociétés d'honneur. Devant l'État, donc. Oui, voilà, ce qu'on appelle la feyd, vraiment. Et donc, quelque part, la violence, et le pouvoir, d'ailleurs, y compris, parce que c'est lié à ça, au Moyen-Âge, la capacité d'utiliser la force, de punir, elle est dans le final assez réduite parce qu'il y a un certain nombre de règles sociales, parce qu'en fait, ce sont des sociétés où on parlemente, on négocie énormément, mais oui, la violence peut arriver. En effet, la violence peut arriver. Elle peut faire même partie du système à certains moments. Mais contrairement à ce qu'on pense, et d'ailleurs contrairement à ce que beaucoup de séries, je pense notamment à la série Viking, représentent dans les sociétés dites barbares, eh bien non, on peut pas brûler, on peut pas prendre le forgeron et lui mettre sa tête dans la forge, déjà parce qu'on s'aliène un quart du village, et de deux parce que sinon il n'y a plus personne pour faire des épées. Donc non, en fait, c'est une société où la violence existe, elle est réelle, elle peut arriver, mais dans ce cas-là c'est plutôt perçu comme un dérèglement. Mais non, c'est une société où on négocie, et on est tenu par un certain nombre de règles écrites et non écrites de comportement. Voire, je crois qu'on en avait parlé une fois, il y a pas mal de temps autour d'un café, mais même parfois les épisodes les plus violents qu'on peut avoir, par exemple des massacres pendant les mariages et tout, parce que ça existe chez les Francs, mais ça peut aussi être un moyen de régulation en fin de compte, de règlement en fait d'une feyd qui dure depuis plusieurs générations, puis... Oui, on a quelques épisodes qui sont assez célèbres, notamment un épisode dans les années 580, lorsque deux clans familiaux sont en rivalité parce que l'un accuse le mari d'avoir couché avec des prostituées alors qu'ils avaient fait une alliance entre les deux familles.
La reine des Francs, Frédégonde, demande au chef de famille de venir à un banquet et de faire la paix autour de la table. Ils veulent bien venir au banquet, mais ils refusent de faire la paix. Elle attend que tout le monde soit ivre-mort et elle fait planter une hache dans la tête des 2 chefs de famille. Elle dit, si les familles ne font pas la paix, maintenant on continue. Ouais. Ça marche. Ça marche. C'est une façon violente de faire la paix, mais il ne faut pas idéaliser Rome. Rome faisait la paix aussi en utilisant la violence légale, avec des déchaînements de violence légale complètement inconnus dans les sociétés barbares. Oui. On a souvent tendance, d'ailleurs, oui, mais tout à fait, on a souvent tendance à penser, d'ailleurs, même là encore, il faut voir de quelle société romaine héritent ces barbares. Et je veux dire, quand on regarde la liste des châtiments corporels que pouvait infliger un magistrat de la fin du Bas Empire, ça laisse songeur. On a quand même une variété de mettre à mort, une variété dans la moyenne mise à mort. Quasiment pendant les pratiques judiciaires. Mais qui est des fois quasiment obligatoire, en fait. Quasiment obligatoire, en effet. Pendant les pratiques judiciaires à Rome, c'est quand même beaucoup moins présent dans ces sociétés-là. Le nombre d'usurpations, d'empereurs et tout, donc qui sont surtout au 3e, au 4e siècle. Qui sont donc oui, on a tendance, c'est vrai, à associer ces sociétés-là à la violence. Elle existe, faut pas non plus se leurrer. Tout simplement, elle existe parce qu'on est dans une société où il y a certainement beaucoup moins d'États qu'aujourd'hui, mais néanmoins, elles sont tenues et cette violence, elle est contenue, et elle est contenue, j'allais dire, par une sorte d'équipe de la terreur, qui est quand même qu'un individu, il a autour de lui un cercle familial, il a des amis, il a des voisins, et tout ça quand même tient les gens dans un certain nombre de règles de savoir-être qui limitent matériellement la violence. Donc en fin de compte, des barbares pas si barbares que ça. Voilà, donc ça sera un peu le mot de la fin, de la conclusion, parce que le temps nous est compté. Merci Bruno Dumézil, merci Adrien Bayard. Je rappelle le titre du livre, c'est très simple, ça s'appelle Les barbares. Ça vient de paraître Opus, sous la direction de Bruno Dumézil, donc 32 €, un beau cadeau de Noël. Je rappelle aussi, il y a quand même 2 bouquins à rappeler. Il y a Les barbares expliqués à mon fils, toujours par Bruno, qui est une très très bonne... Non mais c'est vrai, c'est une très bonne synthèse en l'occurrence à offrir aux jeunes et même aux moins jeunes en l'occurrence. Donc c'était, par contre, je crois, c'est chez Gallimard. C'est Le Seuil. Le Seuil, voilà, je me trompe. Et il y a aussi ta biographie de Bruno. Biographie de Bruno qui est parue chez Fayard il y a quelques années, je crois 2008, voilà, ouais. Ça remonte un peu, mais qui est toujours très très bien, donc qui est en fait une belle plongée dans ce monde des royaumes dits barbares. Merci à vous et merci à tous d'avoir écouté cette émission, et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook Histoire et Images Médiévales. Merci.